Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça soutient énormément le contenu et tu ne rates aucune vidéo. En août 1963, à Washington DC, une foule immense se rassemble pour la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Sur les marches du Lincoln Memorial face au National Mall, Martin Luther King Jr. prononce un discours devenu un repère mondial. I have a dream. On le cite souvent comme un moment d'inspiration. Mais sa force vient surtout d'une construction précise, un diagnostic clair, un cadre moral national, une méthode d'action, puis une vision rendue mémorable par le rythme et les images. Pour comprendre ce discours, il faut rappeler le contexte. Dans de nombreux États américains, la ségrégation est encore une réalité quotidienne. Écoles séparées, discrimination au logement, accès inégal à certains services, obstacles massifs au droit de vote, violence et intimidation. Depuis des années, des organisations et des leaders multiplient les actions non violentes. Boycott, sit-in, marches, procédures judiciaires, campagnes d'inscription sur les listes électorales. Le pays est traversé par une tension permanente entre l'affirmation des droits civiques et la résistance politique, policière et sociale. Dans ce climat, la parole publique n'est pas un simple commentaire. C'est un outil de mobilisation, de protection et de négociation. King commence par un cadrage historique et institutionnel. Il rappelle qu'un siècle s'est écoulé depuis l'émancipation proclamée au temps de la guerre de sécession. Et il souligne que, 100 ans après, la promesse de liberté n'est pas pleinement réalisée. Ce choix est stratégique. Il ne situe pas la question comme un conflit entre groupes, mais comme une promesse nationale non tenue. Il oblige l'auditeur à se positionner par rapport aux principes fondateurs du pays et non par rapport à une simple sympathie personnelle. Très tôt, le discours traduit l'injustice en une image concrète. L'Amérique aurait signé un chèque aux citoyens noirs, mais ce chèque reviendrait sans provision. La métaphore est accessible à tous. Elle fait passer une idée abstraite, l'égalité proclamée mais non délivrée, dans un langage de transaction et de dette. Cette image a 3 effets. Elle rend l'injustice lisible en une seconde, elle suggère que l'égalité n'est pas une faveur, mais un dû. Et elle prépare l'idée d'un paiement collectif à effectuer, non en argent, mais en droit réel, en sécurité, en opportunité. Après ce diagnostic, King gère une tension fondamentale, l'urgence et la discipline. Il répète que le moment est venu, qu'il ne faut pas se contenter d'un gradualisme qui endort et que le temps joue contre les victimes de l'injustice. Mais il ajoute une ligne rouge. L'action doit rester non violente, digne, et ne pas se transformer en haine. Ici, la non-violence n'est pas un symbole, c'est une stratégie. Elle protège le mouvement contre la spirale de représailles, elle rend la répression visible, elle élargit la coalition possible et elle garde l'objectif central intact au lieu de l'engloutir dans le chaos. Le discours propose aussi une gestion du risque interne. King avertit contre les actes indignes qui pourraient discréditer la cause. Il demande de ne pas boire à la coupe de l'amertume et de la haine. Cette discipline est un levier de puissance. Elle permet de durer, de recruter, de négocier et de garder une crédibilité publique. Dans un environnement où l'opinion et les médias peuvent basculer rapidement, la maîtrise de soi devient un avantage stratégique, presque une forme de protection opérationnelle. Puis vient la séquence la plus célèbre, I have a dream. Sa popularité peut masquer son ingénierie. King utilise une anaphore, c'est-à-dire une répétition de la même formule au début de plusieurs phrases. Cette répétition crée un rythme, fixe l'idée en mémoire et transforme le discours en expérience collective. Dans une foule, l'attention se fragmente. L'anaphore agit comme un rail. Elle permet aussi au public d'anticiper, donc de participer. À force d'entendre la formule, l'auditeur sait où l'orateur l'emmène et il avance avec lui. Surtout,
Le rêve n'est pas une utopie floue. À chaque répétition, King ajoute des scènes et des relations humaines, des enfants, des parents, des lieux du Sud, des villes, des États. Il décrit un futur où l'on juge une personne non par la couleur de sa peau, mais par son caractère. Il évoque la fin des barrières et une citoyenneté réellement partagée. Il rend la vision concrète, presque cinématographique. C'est un point décisif. Une vision abstraite ne mobilise pas. Une vision incarnée donne aux gens une image de ce pourquoi ils acceptent de se battre, de se discipliner et de risquer. King combine deux sources de légitimité. D'un côté, les textes fondateurs américains, la Constitution, la Déclaration d'indépendance, l'idée que tous les hommes sont créés égaux. De l'autre, un registre biblique et prophétique, familier à une grande partie du pays. Ce mélange n'est pas décoratif, il élargit l'audience. Il parle aux citoyens attachés aux institutions et aux croyants habitués au langage moral. Il évite ainsi de produire un discours de minorité. Il produit un discours de nation qui dit « les principes existent déjà, la cohérence exige de les appliquer ». Le Lincoln Memorial évoque Abraham Lincoln, la fin de l'esclavage et la capacité du pays à se réformer sous pression morale. Le décor raconte déjà une histoire de promesses et d'accomplissements. King s'inscrit dans cette histoire et il demande que le prochain chapitre soit l'égalité civile réelle. En communication, on appellerait cela l'alignement symbole-message. Le lieu renforce la crédibilité du propos avant même la première phrase, et il inscrit l'événement dans une continuité historique que l'auditeur reconnaît. Le discours mobilise aussi la géographie américaine. King cite des États, des montagnes, des régions. Ce procédé a une fonction, transformer un problème perçu comme local en enjeu national. Plus la carte s'élargit, plus la ségrégation apparaît comme un défaut systémique et non une suite d'incidents isolés. En même temps, ces lieux concrets ancrent l'émotion. Chacun peut se situer et comprendre que le changement doit toucher sa propre communauté, pas seulement ailleurs. Un autre élément de puissance est la manière dont King évite la déshumanisation. Il ne construit pas un ennemi à abattre, il construit un système à corriger. Il parle d'injustice et d'oppression, mais il refuse d'appeler à la vengeance. Cette posture a un effet politique. Elle facilite le ralliement des hésitants, elle rend la caricature du mouvement plus difficile et elle maintient un horizon de coexistence. Elle transforme la lutte en réforme de la société, pas en guerre de groupe, ce qui rend l'objectif final plus crédible et plus stable. La fin du discours avec « Let Freedom Ring » fonctionne comme une montée musicale. La répétition accélère, l'énumération de lieux crée une amplitude et le texte devient presque un chant collectif. Cette structure est conçue pour être retenue, citée et transmise. La logique est celle d'un refrain, simple, expansive et capable de vivre hors du moment initial. C'est une propriété rare d'un discours politique, être à la fois ancré dans un contexte précis et exportable comme formule, sans perdre son sens. Sur le plan historique, I Have a Dream intervient à un moment charnière. Les mobilisations et la pression morale contribuent au climat qui mène à des changements législatifs majeurs, notamment le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965. Un discours seul ne vote pas une loi et ne remplace ni l'organisation, ni la stratégie juridique, ni les sacrifices sur le terrain. Mais il peut faire quelque chose de décisif, créer un cadre moral partagé, rendre l'inaction coûteuse et fournir un langage commun aux acteurs du changement, du militant au journaliste, du citoyen au décideur. Après 1963, la violence raciste continue, les résistances s'organisent et les fractures sociales demeurent. Autrement dit, un discours n'est pas une solution, c'est un levier.
Il déplace la perception publique, accélère la coalition et rend certaines positions intenables. Mais il n'annule pas les rapports de force. C'est précisément pour cela qu'il mérite d'être étudié. Il montre comment la parole publique peut transformer un combat social en obligation nationale, sans se perdre dans la pure indignation. Sur le plan rhétorique, plusieurs outils se superposent. L'anaphore crée le rythme et la mémorisation. Le parallélisme aligne les idées comme des marches d'escalier, même structure, progression, impression de maîtrise. L'antithèse oppose la réalité actuelle à l'avenir possible, ce qui dramatise l'écart. Les métaphores transforment le concept en image. La dette, le chèque, l'oasis. Enfin, la cadence et le souffle donnent au texte une qualité presque musicale, ce qui facilite sa diffusion, sa répétition et sa transmission de génération en génération. Il existe aussi une dimension d'improvisation contrôlée, souvent évoquée par des témoins. King aurait quitté partiellement son texte préparé pour développer davantage la séquence du rêve. Qu'il ait improvisé plus ou moins, la leçon est la même. Un orateur de haut niveau sait lire la salle et amplifier ce qui résonne. L'excellence n'est pas seulement dans l'écriture, elle est dans l'ajustement en temps réel, sans perdre la cohérence du message. C'est une compétence de leadership, tenir la direction tout en adaptant la forme. Une confusion fréquente consiste à croire que le discours est uniquement consensuel. En réalité, il est exigeant. Il réclame des transformations juridiques, économiques et sociales, et il critique l'illusion d'une liberté déjà acquise. Il oblige l'Amérique à se mesurer à ses propres standards. Sa douceur apparente est une forme de puissance. Au lieu de demander une permission, il réclame l'exécution d'un contrat moral, et il refuse de laisser le débat se réduire à des excuses ou à des délais. Si l'on veut extraire des leçons pratiques de leadership et de communication, le discours fournit une méthode transposable. Première leçon. Partir d'un principe déjà partagé. Valeurs, mission, promesse. Deuxième leçon. Prouver l'écart avec le réel sans ambiguïté. Troisième leçon. Rendre cet écart concret par une métaphore simple et mémorable. Quatrième leçon. Poser l'urgence avec des mots nets. Cinquième leçon. Cadrer la méthode et les limites pour protéger la cause et la crédibilité. Sixième leçon. Peindre l'état final avec des images humaines, pas avec des slogans vides, afin de donner une direction émotionnelle et opérationnelle à l'action. Enfin, I Have a Dream rappelle une vérité brutale. L'égalité ne s'obtient pas par l'attente. King refuse la résignation, mais il refuse aussi la dégradation morale. Il vise une intensité maximale sans perdre la dignité. C'est ce mélange qui fait que, des décennies plus tard, les mots continuent de frapper. Ils ne demandent pas une émotion passagère. Ils exigent une cohérence entre les principes affichés et la réalité vécue, et ils rendent chacun responsable de ce décalage. Si l'on devait condenser l'essence du discours en une phrase, ce serait transformer une promesse écrite en réalité vécue. Le rêve n'est pas une fuite, c'est un plan moral et social porté par une méthode et par une vision. Et la question finale, implicite, reste la même pour chaque génération. Que fais-tu concrètement pour que la liberté et l'égalité cessent d'être des mots et deviennent des faits? Avant de partir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça me permet de continuer à te proposer des vidéos courtes, claires et percutantes. Et dis-moi en commentaire, si tu devais résumer ce rêve en un mot, ce serait lequel ?